Une trentaine de députés sortants ont décidé de ne pas se représenter aux élections législatives et de retourner à la vie civile. C'est le cas de Annie Chapelier, députée de la 4e circonscription du Gard, qui était plutôt enthousiaste le jour de la rentrée des députés. C'était en 2017. C'est une aventure incroyable pour une personne comme moi qui est issue de la société civile et qui n'a jamais eu d'engagement politique. Et puis parce que quand même la charge, la fonction que nous représentons désormais, enfin que je représente en étant députée, est quelque chose de réellement impressionnant. Si les lieux ne le sont pas, et au contraire, je les ai trouvés très accueillants, très efficients, très pratiques. Et avec un personnel extraordinaire. Donc on peut presque y aller en vacances alors finalement. Pas en vacances, pas du tout. Vous allez en vacances dans des endroits efficients. Vous allez plutôt pour vous détendre. Ça dépend. Là, justement, il y a tout aujourd'hui. Là justement, à l'Assemblée, on a une impression qu'on va pouvoir travailler réellement. Il y a cette impression d'efficacité. Alors, très rapidement déçue, Annie Chapelier a quitté le parti La République En Marche dès janvier 2020 pour le groupe Agir, tout en maintenant son soutien à Emmanuel Macron. Elle est l'auteure de l'ouvrage Un Parlement en toc, publié aux éditions Nombre 7, un témoignage sous forme de journal de bord qui, selon ses propres mots, pose un bilan de santé de cette démocratie malade. On a été élu pendant 5 ans pour rien, c'est ce que vous avez déclaré à différents médias, et c'est la démonstration que vous tentez de faire dans votre ouvrage. Pourquoi avez-vous le sentiment d'avoir été inutile? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? S'il y a bien quelque chose que je n'ai pas trouvé au sein de l'Assemblée nationale, c'est bien l'efficience. C'est un investissement très lourd, quotidien, de tous les parlementaires et de leurs équipes qui, finalement, travaillent à vide, puisque la plupart des choses que nous portons finissent dans des tiroirs, calent des armoires, comme on dit, selon l'expression. Vous allez même plus loin, vous dites, si nous avions été une entreprise, nous aurions fermé la porte en quelques mois. Tout à fait. Pour quelle raison ? Parce que quand vous mobilisez plusieurs personnes, que vous engagez des frais, que vous rencontrez des dizaines, voire des centaines de personnes pour de la concertation, pour faire remonter des idées, qu'au bout du compte, ce que vous en retirez n'intéresse personne, eh bien, écoutez, moi j'appelle ça travailler à vide, effectivement, et une entreprise qui enverrait comme cela quelqu'un travailler sur un sujet pour finalement ne pas en tenir compte, mettrait très vite la clé sous la porte. Vous racontez le poids des lobbies et des think tanks. Qui écrit les textes de loi, Annie Chapelier ? Dans mon livre Un Parlement en toc, je parle peu des lobbies. J'en parle dans un texte qui s'appelle justement Un Parlement en toc, où je montre que finalement, il y a une espèce de boucle qui se fait. On nous demande de travailler sur des textes qui en réalité sont écrits par le gouvernement, mais qui lui-même l'a fait écrire par des cabinets ministériels, qui eux-mêmes sont conseillés par des cabinets de conseil, qui eux-mêmes délèguent ensuite à des prestataires, qui eux-mêmes délèguent à des stagiaires. Et il se trouvait que ma fille était stagiaire dans une de ces boîtes de conseil et on se retrouvait sur la même table de cuisine, moi à faire des amendements sur un texte pour lequel elle apportait des éléments à la boîte de conseil qui allait apporter des arguments pour contrer mes propres amendements. Donc on était dans une espèce de circuit fermé assez édifiant qui m'ont beaucoup éclairé. Les lobbies et les think tanks sont omniprésents dans la vie parlementaire. Ils occupent beaucoup de notre temps parlementaire, mais je pense qu'ils occupent aussi beaucoup de temps au milieu dans le gouvernement même. Et c'est peut-être là qu'est, le point de défaillance. C'est nous, les parlementaires, qui sommes censés faire le relais, être l'articulation avec les territoires et avec les problèmes de fond que rencontre la population, que rencontrent les territoires. La lanceuse d'alerte Marine Martin en est un exemple frappant. Ce sont des parents qui sont avec des enfants qui ont des problèmes suite à un médicament. Ils vont remonter auprès des députés. Mais nous, les députés, lorsque nous portons cette parole, vous avez cité Véronique Louwagie, pendant des années, elle porte ce combat, soutenue par d'autres parlementaires, mais au bout du compte, on voit bien que rien n'est pris en compte. Et le travail que devraient pouvoir exercer les parlementaires, justement, d'être efficaces et de pouvoir porter une véritable problématique avec des solutions à porter derrière, ne fonctionne plus.
Vous soutenez donc que les textes sont écrits par les ministères, donc par le gouvernement. En même temps, la Constitution reconnaît que le domaine de la loi a toujours été limité au seul champ énuméré par cette Constitution, article 34 pour les parlementaires, et le pouvoir réglementaire est détenu par le gouvernement, qui a aussi donc ce pouvoir de légiférer. Est-ce qu'on doit comprendre qu'aujourd'hui, le pouvoir de légiférer est exclusivement dévolu, en tout cas dans les faits, au pouvoir réglementaire? Quasiment. Avec une minuscule marge qui est laissée effectivement aux parlementaires sur des textes qui finalement n'auront jamais un énorme impact, qui seront peut-être de l'ordre du symbole, mais l'immense majorité des textes désormais, c'est le gouvernement, même lorsque ce sont des propositions de loi qui sont censées être portées par des députés. Ils sont souvent écrits par le gouvernement et portés par un prête-nom, un député qui accepte de porter le nom. Après, il y a des textes qui sont réellement portés par des députés et qui finissent par aboutir, mais uniquement parce qu'à un moment ou à un autre, nous sommes dans un régime hyper-présidentiel, le président de la République adoube le texte en disant « oui, il y a une demande sociétale tellement forte, il faut que nous allions en ce sens ». Je pense par exemple au texte qu'a porté ma collègue Albane Gaillot sur l'allongement du délai de l'IVG. Eh bien, ce texte, initialement, le gouvernement, Emmanuel Macron, y était opposé. Et au fur et à mesure, face à la demande, on a donné son aval et donc on a pu mener au bout ce texte. Donc les textes doivent quelque part correspondre à l'action qui est menée par le gouvernement. Complètement. Ils doivent être finalement le reflet de ce que souhaite le gouvernement et rien d'autre. Et puis, vous parliez de réglementaire. L'immense majorité des choses qui va avoir un impact sur la vie des Français est d'ordre réglementaire. Ce qui est d'ordre législatif, on a pléthore, on a une profusion de lois. On n'a pas besoin de faire de la loi supplémentaire. On fabrique de la loi que personne ne connaît, qui est parfois en contradiction avec des textes antérieurs. Et même, il y a une cellule qui est chargée de vérifier que ce que nous publions n'est pas en opposition avec ce qui a été fait antérieurement. Ça montre le volume de lois que nous avons et combien il est devenu impossible pour qu'on puisse répondre à la fameuse phrase « nul ne doit ignorer la loi ». C'est tout simplement impossible. Il y a 72 codes, je crois, de mémoire. Certains ne sont que réglementaires. Par exemple, le code de la sécurité routière. Nous avons des lois, enfin des textes, des codes qui sont faramineux en volume et impossibles à connaître. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, il faut s'interroger sur à quoi sert le Parlement. Si nous sommes censés, entre autres, faire la loi, pas uniquement, puisqu'on a quand même d'autres fonctions, nous devons pouvoir avoir un outil qui est la loi, que sont les codes législatifs, sur lesquels on puisse avoir une véritable appréhension et une véritable capacité de travailler et de transformer en profondeur pour pouvoir l'adapter à notre époque. Ce n'est pas possible. Il faut être presque un surhomme pour avoir une connaissance globale. Il faut faire appel à des experts pour lesquels on n'a pas d'accompagnement par ces experts. Et puis la loi, elle doit être au service de la France et des Français. Elle ne doit pas être au service d'un petit nombre qui sont les seuls à la comprendre. Au président de la République, dans le chapitre intitulé « Et nous, alors, Monsieur le Président », vous nous racontez l'histoire de cette lettre que vous avez écrite. Vous n'étiez élu que depuis 2 ans, mais vous aviez déjà le sentiment, comme dirait Hamlet, que vous citez qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume. Vous nous expliquez que vous n'avez jamais eu de retour de ce courrier. Vous finissez même par être ostracisé au sein de votre propre parti. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans ce courrier ? Vous citez Hamlet, j'ai un peu tendance à faire des plagiats, puisque cette lettre, c'était un extrait de l'Aiglon d'Edmond Rostand. Et nous... les petits, les obscurs, les sans grade, nous qui toujours marchons et jamais n'avançons, vous voyez, déjà il y avait l'idée d'En Marche, voilà, et qui se conclut en disant, parce qu'en fait c'est un général qui dit à un petit soldat qui s'appelle Flambeau, il lui dit « Oh, vous savez, on était fatigués ».
pendant la guerre de Crimée. Vous voyez, c'est un peu de circonstance. Et lui, il lui dit, et nous, les petits, les obscurs, les sans grades, enfin, en gros, nous, les troupions, quoi, nous, la soldatesque. Voilà, et donc, il décrit combien c'était difficile. Il dit, et nous n'étions pas fatigués, et pourtant, on a continué à avancer. On a continué, et c'est grâce à nous que, en fait, l'armée napoléonienne a pu continuer à briller partout en Europe. Bon, après, ça s'est mal terminé, on connaît tous l'histoire. Mais pour montrer que c'est la base, voilà, ce sont les lettres minuscules qui font l'histoire. Ça se termine comme cela. Il dit, c'est pas vous les majuscules, c'est nous les lettres minuscules. Et j'avais envoyé cela parce qu'il y avait une déconsidération. Je faisais un parallèle donc entre nous, les petits soldats de la République en marche, qui promouvions Emmanuel Macron et qui n'étions absolument pas pris en considération, alors que c'était toujours les proches qui avaient porté Emmanuel Macron, qui continuent à être écoutés et qui le sont toujours. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup renouvelé son environnement. Et pour dire que nous, on était peut-être fatigués, mais qu'on continuerait à se battre. Parce que la France le mérite, parce que la politique en général doit être quelque chose de noble et qui transcende finalement les difficultés qu'on peut rencontrer, et qu'on ne peut pas simplement être soumis à un représentant, à un chef, mais que on est en République, en démocratie, et que chacun d'entre nous avons quelque chose à apporter, une pierre à l'édifice, et qu'il faut que cela soit pris en considération, sinon on va droit dans le mur. Voilà, donc moi j'ai écrit cette lettre, je lui ai envoyée au président de la République. Je ne saurais jamais s'il l'a lu ou pas. Généralement, les courriers envoyés par les parlementaires sont au moins survolés. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de retour. Et vous en avez voulu, au sein du parti La République En Marche, d'avoir écrit cette lettre, d'avoir dénoncé? Oui, alors ce qui était très très drôle, c'est que du coup, j'avais fait courir le bruit qu'il y avait un nouveau courant, une espèce de mouvement de frondeurs qui s'appelait le POSG, c'est-à-dire les petits, les obscurs, les sans grades, mais sans dire ce que ça signifiait. Qui était en train de se constituer, parce que je l'avais fait lire à plusieurs collègues qui avaient dit c'est extra, c'est génial, c'est exactement ça, on pense la même chose. Et en fait, le bruit a fini par circuler, et donc j'ai eu des remontées de collaborateurs ministériels, parlementaires, etc., disant oui, alors tu es au courant qu'il y a un groupe, le POSG, qui est en train de se créer. Enfin, on voit qu'ils sont dans une espèce de paranoïa permanente où il n'y a pas, comment dire, tout simplement la confiance les uns envers les autres. Et l'humour est quelque chose qui est absolument pas accepté. Enfin, moi, je plaisante très vite, très facilement. Je sors des choses qui sont parfois à la limite du politiquement correct, justement. Et c'est pas du tout accepté. C'est pas du tout accepté.